Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un DS qui a été donné au terminal Bac Pro cette année sur les probabilités et qui constitue, comme à chaque fois avec les devoirs, un bon entraînement en vue des CCF du bac. Alors, ce devoir était composé de 3 exercices. Les 2 premiers sont actuellement affichés sur votre écran. Le troisième, je pourrais pas vous l'afficher puisqu'il provient d'un livre. Par contre, je vous montrerai les données mathématiques les plus importantes et je vous expliquerai de façon orale ce qu'il en était et quel était le thème de l'exercice afin que vous puissiez le faire en entraînement. Donc comme à chaque fois, si vous voulez vous entraîner sur ce devoir, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire les 2 premiers exercices. Je vais présenter d'ici quelques instants le 3e exercice. Donc là, écoutez la vidéo et puis mettez en pause avant d'arriver sur la correction pour que vous puissiez vous entraîner. Ensuite, vérifier avec la correction qui arrive juste après si vous en sortez bien. Donc le premier exercice, c'était un exercice sur une boulangerie. Le deuxième portait sur une expédition jusqu'au marché de Noël de Strasbourg. Et le troisième exercice, donc voici les indications mathématiques les plus importantes, portait sur la répartition des personnes en fonction de leur groupe sanguin. Alors, le thème de ce troisième exercice, là où il faut écouter un petit peu ce qu'on attendait, était tout simplement de trouver un donneur universel. Puisque le donneur universel, il peut donner son sang à tout le monde, ce qui est quand même plus sympathique. Donc on nous disait qu'un donneur universel, c'était une personne qui a un groupe sanguin qui est O avec un résus négatif, donc un résus moins, tout simplement. Donc on nous donnait en information chiffrée la répartition en pourcentage parmi la population entre les 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Et pour chaque groupe, la répartition au niveau du résus, entre le facteur résus plus et le facteur résus moins. Donc ce qui est indiqué dans le deuxième tableau. Donc à partir de là, on nous demandait de déterminer la probabilité qu'une personne prise au hasard soit un donneur universel. Donc, la question est indiquée sur la droite. Donc il fallait utiliser toutes ces données pour arriver à la réponse finale. Donc c'est un exercice d'investigation. Donc on va maintenant passer à la correction. Et on va commencer avec le premier exercice où on a notre ami ou notre ennemi Mortégor qui veut acheter un pain au chocolat à la boulangerie. Pourquoi pas. Il a que 5 pièces de monnaie dans sa poche, une de 50 centimes, deux de 20 centimes et deux de 10 centimes. Et comme il est pressé parce qu'il y a autre chose à faire, il prend 3 pièces au hasard. Donc la première chose, c'était de construire un arbre de probabilité pour déterminer toutes les sommes qui peuvent sortir au hasard. Et ensuite, de savoir si avec les 3 pièces sorties au hasard, il peut acheter son pain au chocolat, puis en tout cas savoir la probabilité qu'il puisse acheter son pain au chocolat. Alors, l'arbre qu'il fallait obtenir était celui-ci. Alors, c'était un arbre avec 3 ramifications à chaque fois, donc 3 étapes de choix, puisque celle que j'ai faite en violette, c'était en fait la première pièce qui allait sortir. Donc là, c'est pas compliqué, 3 pièces dans sa poche, une de 50 centimes, 2 de 20, 2 de 10, donc une chance sur 5 de prendre la 50, 2 chances sur 5 de prendre une de 20, et 2 chances sur 5 de prendre une de 10. Jusque là, pas de souci, le début de l'arbre n'est pas très difficile. Maintenant, le deuxième tirage pour la deuxième pièce qu'il sort, s'il a pris celle de 50, il va avoir plus que 20 et 10. Avec 2 pièces sur les 4 qui seront celles de 20 et les 2 autres pièces seront celles de 10. D'où les probabilités 2 sur 4 ici. Si on part dans l'idée qu'il prend une de 20, il en restera plus que 3 dans sa poche, donc sur les branches vertes. Et s'il a pris la 50 en premier, ensuite la 20 centimes en deuxième, il lui restera plus qu'une 20 centimes avec une chance sur 3 de la sortir, et 2 de 10 centimes. Donc en fait, ça a été fait pour toutes les branches.
La principale difficulté, c'était de construire l'arbre parce que, comme vous le voyez, là, il est quand même assez massif. Parce qu'il y a beaucoup de chemins possibles, beaucoup de ramifications. Il fallait simplement être logique, bien se poser la question, qu'est-ce qui va sortir comme première pièce, qu'est-ce qui va se passer ensuite. À chaque fois, sur le premier choix, il y avait 5 pièces, donc l'effectif total est de 5, et le nombre de pièces qui restent va au numérateur, ce qui donne la probabilité. Pour le deuxième choix, il en restait plus que 4, donc l'effectif total est de 4, et toujours le même principe. Troisième choix en vert, c'était sur 3, puisqu'il restait plus que 3 pièces. L'arbre n'était pas difficile en soi pour quelqu'un qui avançait de façon méthodique. Il fallait juste bien penser que puisqu'il sortait 3 pièces, ça veut dire 3 tirages, donc 3 choix sur l'arbre, donc 3 embranchements à chaque fois. Ensuite, pour la question 2, on cherchait à savoir s'il pouvait, avec ces 3 pièces prises au hasard, payer son pain au chocolat à 80 centimes. Ce qui veut dire qu'il devait impérativement avoir sorti au moins 80 centimes. Donc quand on fait la somme pour chaque chemin, par exemple le premier chemin, j'ai une 50 plus une de 20 plus une de 20. Donc 50 plus 20, ça fait 90. Si je prends l'autre chemin ici, j'aurai 50 plus 20 plus 10, ça fait 80. Passant par ici, j'aurai 50 plus 10 plus 20, ça fait 80. Là, 50 plus 10 plus 10, 70, et ainsi de suite. En faisant ça à chaque fois, et ça marche partout, hein, même par exemple ici, le 40, j'ai eu 10 plus 20 plus 10, ça fait 40. Donc en faisant ça partout, on arrive aux sommes que j'ai indiquées ici. C'était important de faire cette étape, qui était certes fastidieuse, mais qui permettait de repérer les chemins qui nous permettaient d'avoir une somme suffisante pour payer le pain au chocolat. En tout cas, qui permettait à Mortegor de pouvoir payer son pain au chocolat. Donc ces sommes et ces chemins qui nous intéressent, j'ai mis une astérix devant. Je leur ai mis une lettre pour permettre de repérer. Alors ça, c'était pas obligatoire, hein, mais au moins c'est plus clair. Ça, n'hésitez pas à le faire dans vos copies. Si jamais vous êtes sur une situation de ce genre, à bien mettre des indications comme ça, c'est plus clair et le correcteur appréciera. Donc ça, vous allez me dire, mais on en fait quoi? Eh bien, l'idée, ça va être de calculer la probabilité de chaque combinaison de pièces permettant d'avoir au moins 80 centimes. Donc, bien tous les chemins repérés par l'astérix, on l'a vu là. Donc, pour mon premier chemin, je vais noter petit a. J'aurai 1 sur 5 fois 2 sur 4 fois 1 sur 3, ce qui donne 2 sur 60. Alors, ce calcul, tout simplement, hein, rapproche, j'ai 1 sur 5 ici, 2 sur 4 ici, 1 sur 3 ici. Donc la probabilité de suivre ce chemin, ça va être 1 sur 5 fois 2 sur 4 fois 1 sur 3. Pour trouver la probabilité, je suis simplement mon chemin, je repère les probabilités de chacun des branches et je les multiplie entre elles jusqu'à arriver au bout du chemin. Donc pour l'embranchement A, le chemin A, je trouvais 2 sur 20. Pour le B, je trouvais 2 sur 60 ici. Ensuite, j'ai trouvé 4 sur 60 pour le B. Et ainsi de suite pour les autres. Hein. Tous les résultats sont indiqués ici. Les calculs, c'est toujours les mêmes. Hein. Ça revient à peu près au même genre de calcul avec des fractions. Donc, on avait compris comment ça fonctionnait. Ça ne posait pas de difficulté. Le plus dur, c'est de bien repérer les bons chemins et pour obtenir les bons résultats. Ensuite, de faire les bons calculs avec les multiplications. Tous ces chemins, c'était des chemins qui nous permettaient d'avoir les 3 pièces qui représentaient une somme d'au moins 80 centimes. Donc la probabilité qu'on emprunte l'un de ces chemins, c'est la somme des probabilités de chacun des chemins en question. Donc du coup, tout ça, on l'additionne ici. Et en additionnant tout ça, on arrive à 30 sur 60, ce qui fait tout simplement un demi. Donc en gros, Mortegor, il a une chance sur 2 de pouvoir payer son pain au chocolat avec les 3 pièces sorties au hasard de sa poche. Donc exercice qui était très court en termes de nombre de questions,
mais qui demandait quand même pas mal de calculs et qui n'était pas si évident que ça. Donc maintenant qu'on a vu l'exercice 1, on va regarder notre deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, au marché de Noël de Strasbourg, on avait des élèves d'un lycée qui décidaient d'y aller. Ils se retrouvaient pour son ouverture. Donc Tiffany, une des élèves de ce lycée, décide de savoir qui vient avec quel moyen de transport. Donc sur l'ensemble des élèves, et ça c'est très important, supposer l'ensemble des élèves, ça veut dire Tiffany comprise dans l'ensemble des élèves. Il y en a 5 qui comptent venir en moto, tant mieux pour eux. 22 en voiture, le choix classique. 2 en hélicoptère, ça c'est un peu plus exotique, mais pourquoi pas. 14 avec un TER du Grand Est, et puis 10 en bus du Grand Est toujours, parce que Strasbourg est dans le Grand Est, où certains l'ignoraient. On nous disait que parmi ceux qui comptaient venir en voiture, on en avait 8 qui venaient tout seuls, et les autres ils voulaient faire le trajet à plusieurs, donc en faisant du covoiturage. Donc on nous demandait dans un premier temps combien d'élèves comptaient se rendre au marché de Noël. Donc ça c'était pas très dur, on verra comment on fait ça tout de suite après. Ensuite on a des calculs de probabilité, puis encore des calculs de probabilité. Il n'y avait pas besoin de faire d'arbre ici, simplement de bien comprendre l'exercice, de bien savoir calculer les probabilités en question 2, et de savoir ce qu'étaient les intersections et les unions, ainsi que l'événement contraire pour la question 3. Donc, pour le nombre d'élèves, on fait la somme des élèves, on additionne tous les élèves, puisqu'ils étaient répartis par moyen de transport, et on trouvait 53 élèves. Donc, question très simple, introduction, une somme toute bête, n'importe qui normalement doit être capable de faire cette question sans se tromper. Maintenant, un peu plus dur. La probabilité que des élèves viennent en transport en commun du Grand Est. Alors ça paraissait peut-être pas si évident que ça à certains, mais en fait c'était tout simple. Il y avait les trains et les bus. TER Grand Est, bus Fluo Grand Est, c'est bien les transports en commun du Grand Est. Il n'y avait pas de piège. Simplement, il fallait prendre les 14 et les 10 du bus et du train, les additionner, divisé par l'effectif total, 53, donc on avait 24 sur 53, tout simplement, parce qu'il y a 24 élèves qui prennent un transport en commun du Grand Est. La probabilité P de B, c'est la probabilité que les élèves viennent en voiture, donc là il y en avait 22 qui prenaient la voiture sur 53 élèves, donc là le résultat était immédiat, 22 sur 53. En ce qui concerne les trajets à plusieurs, là on avait le train. Généralement vous n'êtes pas tout seul dans un train. Il y avait le bus. Là pareil, généralement vous n'êtes pas tout seul dans un bus. Et le covoiturage. Donc le train, il y en avait 14, le bus, il y en avait 10. En covoiturage, il y avait les 22 en voiture, moins les 8 qui prenaient la voiture tout seuls dans leur coin, ce qui faisait 14. Donc du coup, 14 plus 10 plus 14, ça donnait 38 divisé par 53. Donc toujours nombre de cas favorables sur nombre de cas total ou effectif partiel sur effectif total. C'est pareil, c'est la même formule exprimée différemment. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais vous n'avez pas calculé le résultat des fractions. Tout simplement parce que c'était pas demandé. On ne demandait pas forcément de mettre le résultat sous forme d'un pourcentage ou de le mettre sous forme décimale. Donc pourquoi s'embêter à faire un calcul quand c'est pas demandé? La forme de fraction répond complètement à la question. Puisqu'on cherche une probabilité, les fractions indiquées sont bien des probabilités puisque ce sont des nombres compris entre 0 et 1. Donc si c'est pas demandé de mettre sous forme décimale ou sous forme de pourcentage, contentez-vous de la fraction, c'est très bien comme ça. Et vous verrez que ça facilite un petit peu les choses pour la suite, puisqu'on évite de se coltiner des nombres à virgule partout et des arrondis qui sont pas forcément évidents à faire. Alors au moins sous forme de fraction, on aura toujours les valeurs exactes, ce qui est beaucoup mieux. Donc pour la question 3,
on demandait l'événement contraire, B bar. Alors, B, c'était l'élève vient en voiture, donc B bar, c'était l'élève ne vient pas en voiture, tout simplement. Je rappelle que quand on a l'événement contraire, c'est tout simplement l'opposé, donc le négatif, le contraire, tout simplement. Le mot n'a pas été choisi au hasard. Donc, formule d'événement contraire, P de B bar, c'est 1 moins P de B. Donc, 1 moins 22 sur 53, ça nous donne du 53 moins 22, le tout sur 53, ce qui nous donne 31 sur 53. Encore une fois, pas besoin d'aller plus loin, puisqu'on ne nous demandait pas de mettre ça sous forme d'un nombre décimal ou d'un pourcentage. Donc, on se contente de la fraction, et ça répond entièrement à la question. On continue, on nous demandait d'exprimer l'événement A inter B. Donc là, je rappelle que quand on a le signe inter, on prend l'intitulé de l'événement A, donc l'élève vient en transport en commun du Grand Est, on met un et on met l'intitulé de l'événement B, donc en l'occurrence l'élève vient en voiture, on peut résumer ça en mettant et en voiture. Donc ça, c'est un événement impossible. On nous demandait de calculer la probabilité P de 1 inter B, et donc comme l'événement est impossible, ça valait 0. Alors pourquoi c'est un événement impossible ? Eh bien tout simplement parce que si vous venez en transport en commun, par définition, vous ne venez pas en voiture, et inversement, puisque la voiture n'est pas un moyen de transport en commun du Grand Est. Tout simplement. Avec l'union, A union B, c'est la même chose, sauf que de mettre et, on met ou ici. Donc ça nous donne l'élève vient en transport en commun du Grand Est ou en voiture. Donc là, on applique la formule P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça tombe bien, on a calculé P de A, on a calculé P de B et on a calculé P de A inter B. Donc P de A c'était 24 sur 53, P de B c'était 22 sur 53. Et P de 1 inter B, c'était 0. Calculé juste au-dessus. Et ça nous donnait 46 sur 53. Question 6. Toujours dans la même veine. On nous demandait de déterminer, d'expliciter avec une phrase l'événement C inter B. Et ensuite d'en déterminer la probabilité. Donc C inter B, toujours le même principe, on prend l'événement C, l'élève vient en voiture et n'effectue pas le trajet seul. Donc ça nous donnait ça au final. On aurait très bien pu mettre l'élève n'effectue pas le trajet seul et vient en voiture, ça revient exactement au même. Donc ça concrètement, ceux qui viennent en voiture et qui ne sont pas seuls, c'est ceux qui font du covoiturage. Donc pour le trouver, il suffit simplement de bien réfléchir à ce qu'on nous disait. Donc du coup, il y en a 14 qui font du covoiturage, on l'avait calculé au début du problème. Toujours sur 53 élèves, ça ne bouge pas. Donc P de C inter B, c'est 14 sur 53. Pour l'union, c'est union B, donc l'élève vient en voiture ou n'effectue pas le trajet seul. Donc, probabilité de C plus probabilité de B moins probabilité de C inter B, ça nous donne 38 sur 53 plus 22 sur 53 moins 14 sur 53, ce qui nous donne ça 46 sur 53. Donc là, l'union, on applique la formule et on obtient le résultat. Donc au passage, calculer une union, ça sous-entend d'avoir calculé les événements séparément, la probabilité de chaque événement en tout cas, et la probabilité de l'intersection. Donc voilà pour ce deuxième exercice qui, encore une fois, pour quelqu'un qui maîtrise les probabilités, n'était pas difficile. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas d'éléments particulièrement tordus. Il fallait simplement bien lire le texte, bien comprendre ce qui se passait, ne pas faire de fausses interprétations, ne pas se créer des pièges soi-même. Ça paraît évident dit comme ça, mais sûr que parmi tous ceux qui regarderont cette vidéo, il y en a certains qui auraient tendance à se créer des pièges. Et je vous rappelle que non, en mathématiques, nous ne mettons pas des pièges partout. On essaye de faire simple. Donc faites simple aussi.
On va terminer avec le troisième exercice, l'exercice d'investigation. Donc le mieux pour ce troisième exercice, c'est de représenter la situation avec un arbre. Donc, je rappelle, c'était l'exercice sur les groupes sanguins. Donc là, on n'avait pas le choix au niveau de l'arbre. Il fallait déjà séparer les différents groupes entre A, B et O, puisque on avait un tableau qui nous disait pour le groupe A, il y a tant de pourcents pour le résus plus, tant de pourcents pour le résus moins, pareil pour le groupe B, pareil pour le groupe AB, pareil pour le groupe O. Donc du coup, première partie de l'arbre, ce que j'ai fait en violet, que je suis en train de montrer avec le laser, ça nous donnait ceci, séparation entre groupe A, groupe B, groupe AB et groupe O, avec les pourcentages indiqués dans le tableau. Et ensuite, quand on avait le groupe A, on avait 82% de chance d'être résus plus et 18% de chance d'être résus moins. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Pareil, quand on est groupe B, on nous donnait les pourcentages, donc on le mettait, 80% pour plus, 19% pour moins. Pareil ensuite pour le groupe AB, pareil pour le groupe O. Le donneur universel, c'était O résus négatif, donc on prenait le chemin qui nous menait au groupe O, et puis au résus négatif. Et on n'avait plus qu'à calculer la probabilité d'emprunter ce chemin, qui revenait en fait à faire 45 sur 100 fois 20 sur 100. Je rappelle, un pourcentage, c'est sur 100, donc on ne l'oublie pas. Donc ça, 45 fois 20, ça donne 90, 100 fois 100, ça donne 10 000, donc ça, ramené en pourcentage, ça donne du 0,9%. Alors au passage, il y avait une solution un peu plus rapide, on n'était pas obligé de faire l'arbre entier pour faire ça, simplement si on maîtrise suffisamment les probabilités, on peut bien comprendre que pour avoir la probabilité d'avoir au moins, il faut bien multiplier la probabilité d'avoir O par la probabilité d'avoir moins si on est du groupe O, ce qui nous donne bien le même calcul que celui qu'on obtient avec l'arbre. Donc ça, c'est un exercice d'investigation, donc vous étiez relativement libre de la méthode que vous pouviez utiliser. Donc c'était un choix qui était le vôtre. La méthode avec l'arbre, c'est la méthode la moins risquée. Après, quand vous maîtrisez, bien entendu, gagnez du temps, faites au plus simple, ça marchera tout aussi bien. Donc voilà pour ce devoir. Donc si vous avez des questions sur cette correction, on dirait vous commencez à me connaître, je pense. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moins de questions, mettez dans les commentaires, j'y réponds avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne pas rater de vidéo sur le prof de maths sciences, tant qu'à faire, abonnez-vous. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.